Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bébésaurus. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, non pas sur Mimi là, le chat, mais sur les varans des savanes. Comme j'ai eu la chance d'aller au Togo, j'ai pu les observer en milieu naturel. Donc je vais vous parler un petit peu de mes observations. Je vais vous parler aussi de leur élevage en captivité, donc l'aménagement du terrarium, le choix des équipements, l'éclairage, le substrat. Je vais vous présenter aussi les petits bébés qui sont justement en provenance du Togo, qu'on vient de rentrer. Vous parler un petit peu de quelque chose comme la conservation de ces animaux en milieu naturel. C'est quelque chose dont on parle peu en captivité. Donc on développera ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, écoutez, on va attaquer la vidéo, je vais remettre Mimi par terre et puis c'est parti. Alors là, on a reçu des jeunes, je vais vous en présenter quelques-uns. Regardez qu'ils sont très très beaux. On les a depuis à peu près un mois, donc ils ont eu le temps de bien grossir. Et l'avantage, c'est petits comme ça, on arrive vraiment à les imprégner, à vraiment les habituer à notre présence. Ils n'ont pas eu de contact avec le milieu naturel, puisque à peine sortis de l'œuf, ils sont exportés. Au Togo, j'ai pu donc aussi voir où ils vivaient, dans des zones assez ouvertes, souvent près de champs agricoles où ils cultivent le manioc. Dans des savanes, c'est des espèces de forêts sèches assez ouvertes, où en fait il y a deux saisons très marquées. Il va y avoir une saison des pluies assez intense, où là les varans des savanes vont être en activité en fait, et sans arrêt en recherche de nourriture, et une saison sèche qui dure à peu près 6 mois, où les animaux, où il fait assez chaud, il pleut pas, et en fait les animaux vivent enterrés pendant cette période-là et ne mangent pas généralement. Ils attendent la saison des pluies pour s'alimenter. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faudra prendre en compte en captivité, surtout en termes d'alimentation, parce qu'on a justement tendance à toujours trop les nourrir. En termes de proie, nous, ce qu'on a pu voir, en tout cas localement, c'est que dans en tout cas aux endroits où ils y étaient, il y avait pas mal de reptiles. Donc ils doivent manger a priori des petits lézards, peut-être des petits serpents, sûrement des œufs de reptiles, des escargots. Il y a beaucoup d'acatina ou d'autres, des espèces apparentées à ces gros escargots géants du Togo. Il y a pas mal d'insectes aussi. Et on a vu aussi dans des termitières, on arrivait à voir des espèces de petits rongeurs, ou alors des musaraignes. Enfin, j'ai pas su les identifier, c'était assez petit. Donc je pense qu'ils mangent une variété de proies assez importante. Et c'est important en captivité d'essayer de leur varier au maximum l'alimentation. C'est ce qui se rapproche sûrement le plus de ce qu'ils mangent dans la nature. C'est une alimentation très variée à base d'invertébrés, de vertébrés, de mollusques, comme les escargots. Nous, sur place, en fait, ils vivaient enterrés. On y était à la fin de la saison sèche, au début de la saison des pluies, ils étaient encore enterrés. Ils faisaient une chaleur assez insupportable, avec des indices UV assez élevés. On était autour de 8 la journée, mais ils n'étaient pas dehors, ils étaient vraiment dans leur trou. Et dans leur trou, ce qu'on a constaté, c'est que même si à l'extérieur c'était relativement sec, quand on a creusé, en fait, les trous étaient humides, en fait. Ils vivaient dans une sorte de sol argileux, sableux argileux, où ils s'enterraient bien, ils pouvaient creuser des galeries et il restait bien l'humidité. Dans les relevés de température qu'on a fait, on était assez frais. Dans les terriers, il faisait 25 degrés, même si dehors, il faisait pas loin au sol, ça pouvait monter à plus de 40 degrés en fait. C'est vraiment cette notion de microclimat entre la température extérieure et la température à laquelle ils sont vraiment en fait. Donc voilà, donc ça c'est des données qu'il faut peut-être aussi prendre en compte pour l'élevage en captivité. Donc au niveau de l'élevage en captivité, c'est un varan qui va grossir quand même pas mal. Donc, je vais vous présenter justement ces petits bébés là qui viennent du Togo. C'est un varan qui grossit pas mal, qui peut faire entre 80 cm et 1 mètre, parfois un peu plus. C'est un gros varan assez massif. Donc dans la nature, en fait, ils ont des aires de chasse qui sont assez grandes. Donc en captivité, on ne peut pas malheureusement leur recréer quelque chose de similaire parce qu'il faudrait un terrarium qui fasse plusieurs kilomètres carrés. Ça va être difficile. Par contre, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que en fait, les varans sont des animaux extrêmement intelligents à la manière d'un chat, c'est-à-dire qu'on les compare souvent, enfin en tout cas nous, c'est la vision qu'on a avec les varans, c'est qu'en fait, ils ont besoin d'être occupés, comme les chats. C'est-à-dire que se retrouver tout seul dans un terrarium sans aucune interaction, en fait, les animaux s'ennuient. Et beaucoup d'autres personnes qui élèvent des varans, notamment des zoos ou des éleveurs réputés, ont fait la même constatation, en fait, qu'il faut enrichir le milieu des varans. On avait mis une petite vidéo sur notre chaîne à propos des Varanus prasinus,
ou des amis à nous en fait nous montraient sur les vidéos qu'ils étaient capables de jouer avec des objets comme des plumeaux à chat. Et ça, alors je dis pas que c'est un chat, que voilà, vous pouvez le balader, vous allez le lâcher comme ça. Je dis juste qu'il faut intéresser votre animal en captivité, il faut enrichir son milieu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment primordial dans l'élevage, enfin, à notre sens, dans l'élevage des varans en captivité. Donc il faudra essayer peut-être de le faire jouer justement avec des petits plumeaux, des choses comme ça. En tout cas avec les varans des savanes, ça fonctionne. Vous pouvez aussi lui cacher des insectes, le faire sortir dans une pièce chauffée évidemment. Ils arrivent à sortir, enfin ouvrir les terrariums, sortir, rentrer. Ils sont vraiment, enfin je vous dis, c'est quand même assez proche du chat intellectuellement. Je parle après, oui, c'est pas un chat que vous allez caresser, machin. Voilà. Faut pas utiliser nos propos à mauvais escient. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est simplement qu'il faut les stimuler en captivité. Donc en termes d'aménagement du terrarium, donc le plus grand sera le mieux. Dans un premier temps, nous, ce qu'on vous conseille pour essayer de les apprivoiser, c'est pas de les mettre dans un trop gros bac avec beaucoup de cachettes, parce que là, ils vont devenir assez craintifs et ça va être difficile après d'avoir des interactions avec eux. C'est de les mettre dans un bac, ça va dépendre de la taille du juvénile. Là, par exemple, un juvénile comme ça, vous pouvez commencer par un petit bac de 80 cm, donc il va grandir rapidement. Après, il faudra l'agrandir et puis finir avec un bac d'au moins 1,50 m ou 1,80 m de long et avoir des interactions avec lui, le sortir, enfin l'occuper. Il faudra aussi lui mettre un substrat humide, un petit peu comme dans la nature. Hein, nous, on l'a constaté sur le terrain et on l'a constaté aussi en captivité. Au départ, moi, je pensais que les varans des savanes, quand on dit savane, on pense à quelque chose de très sec, donc qui vivent au sec. Mais si vous les maintenez dans une ambiance trop sèche, en fait, ils vont pas, ça va pas le faire. Ils vont se déshydrater, ils vont avoir des problèmes de mue, de croissance. Enfin, ils seront toujours sur le fil, quoi. Alors que si d'entrée, vous les vaporisez chaque jour, vous leur changez l'eau à chaque fois, vous les maintenez dans un substrat humide, vous allez voir, ils vont s'enterrer dans le substrat, ils vont chercher l'humidité la nuit. Ça va beaucoup mieux se passer, ils vont vraiment se développer correctement. Donc nous, en termes de substrat, avec des varans des savanes, on utilise de la fibre de coco ou de la chips de coco. Hein, c'est des gros copeaux de noix de coco en fait qui sont capables de retenir l'humidité. Alors on n'utilise pas de sol argileux avec ces animaux-là comme dans la nature, parce que le problème c'est que c'est quand même des gros mangeurs et qui font aussi beaucoup d'excréments. Et le substrat, à mon sens, il doit être avant tout hygiénique, ça doit être facile de le nettoyer. Et le problème avec un sol sableux argileux, c'est que ça va être très pénible de nettoyer ça à chaque fois, surtout qu'il a tendance à durcir quand il sèche. Donc ça va être vraiment l'enfer, et du coup vous allez, enfin en général quand c'est quelque chose de dur à faire on le fait pas, et du coup vous allez vous retrouver avec un terrain qui schlingue, et puis surtout qui est pas du tout hygiénique. Donc nous on utilise la chips de coco justement pour ces propriétés absorbantes hein, qui sont idéales aussi pour absorber l'urine et les excréments. En plus comme c'est un substrat qui est extrêmement léger, qui est facile à nettoyer. Donc en termes d'éclairage, c'est un lézard qui est plutôt diurne, hein, la nuit il dort. Donc, il va falloir essayer de recréer un terrarium assez lumineux avec pas mal de chaleur. Donc tout va dépendre de la taille du terrarium. Nous ce qu'on vous recommande, hein, c'est d'utiliser sur toute la longueur un tube fluorescent qui émet des UV. Donc là on a les tubes fluorescents de la marque Reptile System. En fait c'est les tubes les plus haut de gamme du marché, qui émettent des UVB, donc cela à hauteur de 12%. Donc on vous conseille de mettre quand même pas mal d'UVB à ces animaux. On a fait des relevés d'indice UV dans la nature qui étaient quand même assez élevés. Les tubes T5 en fait ont une durée de vie qui est beaucoup plus longue que les tubes T8. D'après nos relevés, nos constatations, en fait, on peut les utiliser au moins 1 an et demi sans aucun problème. L'émission d'UV va décroître avec le temps, et au bout d'1 an et demi, elle sera quand même encore suffisante. Alors après, on peut le retester. Hein. Vous nous les amenez en magasin, nous on a des UV mètres, on peut voir si c'est suffisant ou pas. Contrairement aux tubes T8, hein, les tubes T8 c'est les tubes d'ancienne génération qui ont un diamètre beaucoup plus large, qui au bout de 6-8 mois en fait sont complètement rincés, quoi. Il n'y a plus d'UV. Donc pour faire démarrer ce type de tube, hein, il faut des ballasts électroniques ou des rampes T5 avec ballast électronique intégré. Donc en termes d'éclairage, de chauffage, il faudra utiliser un spot qui va émettre de la chaleur et de la lumière. Donc, soit
vous avez un bon tube UV avec un terrain pas trop, ou alors la possibilité, ou alors laisser la possibilité aux varans de s'approcher des UV. Et vous pouvez utiliser un simple spot à incandescence ou un spot halogène qui va vous faire un petit point chaud lumineux localisé. Donc ça a besoin quand même de pas mal de chaleur. Il faudrait à peu près 24-25 au point frais. Et si vous pouvez mettre 35-40 au point chaud, ça serait pas mal. Donc vous pouvez adapter la puissance des lampes en fonction de la taille de votre terrarium. Ou alors, le must, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on utilise, c'est d'utiliser une lampe à vapeur de mercure. Alors les lampes à vapeur de mercure mixte, en fait c'est des lampes qui démarrent sans aucun ballast, sur 1 kg 27, et qui vont émettre de la chaleur, des UVB, des UVA et de la lumière visible. Ces lampes-là, en fait, ont un petit temps de chauffe, donc on ne peut pas les utiliser sur un thermostat. Elles existent en différentes puissances, de 70, 80, 100, 160 watts, donc de 70 à 160 watts, et vont émettre en fait une quantité d'UV raisonnable, en tout cas pour ce type d'animaux-là. Ça peut faire un petit point chaud localisé qui peut être fort apprécié par les varans des savanes. Donc vous pouvez adapter la taille de l'ampoule à la taille du vivarium. Et il faudra bien respecter la distance d'exposition. C'est-à-dire qu'en fonction du wattage, en fait c'est indiqué derrière, on a pu les tester, c'est à peu près ça. La distance va être différente. Par exemple, sur le plus petit modèle, le 70 watts, il faut qu'au maximum, l'animal soit à 15 cm de la lampe. Mais bon, même 25, à la limite, c'est mieux. Vaut mieux un peu moins d'UV que trop. Parce qu'on fera d'autres vidéos, on vous expliquera ce que c'est les UVB, les dangers, comment les utiliser, mais ça c'est pas le thème d'aujourd'hui. Ce type de lampe là est vraiment adapté. Alors pareil, j'attire votre attention sur la qualité de ce type de lampe là. Parce qu'en fait, ces lampes là, elles ont un traitement spécifique au niveau du verre pour laisser passer les UVB. Mais selon la marque de ces lampes, en fait, ça se dépend surtout de la provenance et le prix qu'ont voulu mettre les fabricants dans la réalisation de ce type de lampe. En fait, la quantité d'UV peut être différente d'une lampe à l'autre. Je m'explique. Sur celle-ci, en fait, on a fait des tests, on a branché plusieurs lampes, on a fait des tests à l'UV mètre et on a des résultats qui sont sensiblement identiques pour toutes les lampes. Je ne veux pas citer de marque, mais des grandes marques connues commençant par Exo, par exemple, ou voilà, je dirais pas de nom, ou qui sont fabriqués en Chine, en fait le verre n'est pas traité, c'est pas le verre qui est traité pour laisser passer les UV, mais en fait ils polissent l'intérieur des lampes avec de l'acide. Et en fait, en fonction du temps que l'acide reste au fond de la lampe, parce que c'est des opérations qui sont effectuées manuellement, la porosité du verre aux UV va pas être la même. Donc du coup, vous allez tester 10 lampes et vous allez avoir 10 résultats différents, en passant par la lampe qui émet trop d'UV, par la lampe qui en émet pas, par la lampe qui émet à peu près bien, mais c'est totalement aléatoire. Donc comme les UVB est un rayonnement qui est extrêmement toxique, il faut vraiment faire attention à la qualité du matériel que vous utilisez. Donc là j'insiste, là je pars pareil de la marque Reptile System, où vous avez des lampes à vapeur de mercure qui sont vraiment de haute qualité et qui ont une émission d'UVB qui est sensiblement identique pour chaque lampe. Ensuite, une autre alternative possible, ce sont des lampes à halogénium métallique. Alors ça c'est pareil, c'est à utiliser vraiment de manière raisonnée, parce que ces lampes-là émettent vraiment une quantité d'UV impressionnante. Donc là, on a trouvé une marque qui est plutôt pas mal, on est en train de les tester. C'est la marque Lucky Reptile qui a sorti des Brightson. Alors c'est l'équivalent des Solaraptor, tout le monde connaît les Solaraptor. Sauf que la différence, c'est que le ballast de chez Lucky Reptile est un ballast Philips, qui est fabriqué en Allemagne. Donc il y a vraiment de haute qualité. Et surtout, ils ont sorti une gamme de lampes. En fait, ils la déclinent en deux versions. Donc la version Desert et la version Jungle. La Desert émet beaucoup plus d'UV, donc ça sera vraiment adapté pour des animaux qui ont des gros besoins en UV. Et surtout, il faudra les mettre à des distances plus éloignées des animaux et qui ne seront pas forcément les distances de chauffe. Ou alors en version Jungle, où ces lampes-là en fait émettent une quantité d'UVB
beaucoup moins importante et qui sera beaucoup plus adaptée. Donc là, a priori, celles-ci, on peut les utiliser à une distance de 20 cm. Donc là, on est encore en phase de test avec, mais sur les premiers tests qu'on a fait, c'est plutôt pas mal. Elles ont l'avantage d'émettre par rapport aux lampes à vapeur de mercure pour la même consommation une lumière beaucoup plus forte, mais par contre elles émettent un peu moins de chaleur. Donc ça, c'est à adapter en fonction des terrariums. Donc en captivité, il faudra donc bien éclairer votre terrarium, bien le chauffer, lui fournir un substrat humide adapté et une alimentation adaptée qui sera à base d'insectes, de proies variées. Vous pouvez donner des escargots. Si vous avez un élevage d'acatine, vous pouvez donner vos excédents de reproduction. Ou alors simplement acheter des escargots en boîte. On en trouve assez facilement dans les supermarchés. De petits rongeurs. On peut aussi donner des insectes en boîte. Ils en raffolent. Donc là, Lucky Reptiles, ils ont sorti des vers de bambou ou des grillons séchés ou des mélanges d'autres insectes en boîte. Ça, ils en raffolent vraiment. Et puis... En tout cas, c'est pratique quand on n'a pas le temps d'aller se fournir en insectes dans son animalerie favorite, par exemple chez Bébésaurus. Ça peut être une bonne alternative. Donc bien penser à supplémenter en calcium et vitamines régulièrement les proies. Donc les vitamines une fois par semaine, le calcium un repas sur deux, surtout quand ils sont en croissance. Et puis essayez d'avoir des interactions le plus possible avec votre animal. Et je pense que vous allez tomber amoureux de ce genre de lézard. C'est vraiment des gros lézards hyper sympas qui s'adaptent plutôt bien en captivité. La chose à faire attention, comme je vous disais, c'est au niveau de l'alimentation, c'est de ne pas trop les nourrir. Si vous voulez les reproduire, essayez de faire une période de jeûne en fait assez longue. Ils en ont vraiment besoin. En fait, c'est des animaux qui savent gérer le manque de nourriture, mais comme beaucoup de reptiles qui ont du mal à gérer l'excès. Et souvent, la faible longévité des varans des savanes en captivité sont liées à justement leur obésité chronique. Donc n'oubliez pas que ce sont des animaux qui vont quand même grossir, qui vont faire entre 80 cm et 1 mètre, parfois un peu plus. Donc il faudra une installation conséquente. Mais ça reste un super lézard, quoi. Au niveau du dimorphisme sexuel, c'est assez délicat en fait. Les mâles peuvent parfois être un peu plus gros, mais c'est même pas évident. Parfois on peut voir la présence des hémipénis, mais les femelles peuvent aussi avoir des hémiclitoris. Enfin, c'est quelque chose de pas forcément évident, comme chez beaucoup de varans en fait. Donc son mode de vie est, comme je vous le disais, le varan des savanes, vous imaginez un peu la végétation qu'il y a. C'est une végétation plutôt basse, donc c'est un varan qui est strictement terrestre. On le voit aussi bien à sa morphologie, enfin terrestre ou fouisseur. Il va pouvoir, je pense aussi à la saison des pluies, nager assez facilement dans les flaques d'eau. C'est pour ça, ou dans les mares d'eau temporaires, c'est pour ça qu'il a la queue aplatie latéralement. Après, ça empêche que c'est un varan qui est quand même assez agile, et dans son terrarium, vous pouvez rajouter des branches, surtout quand il est petit, il grimpe assez facilement. Quand il sera plus gros, il sera un peu plus balourd, mais en tout cas, petits, ils sont très très agiles et ils s'adaptent sur à peu près tous les terrains. J'ai eu la chance d'aller au Togo, comme je vous disais, pour aller voir un petit peu comment ça se passait là-bas, comment étaient exportés ces animaux, qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Et on a pu aussi suivre justement des villageois qui attrapaient des femelles gravides et qui en fait les faisaient pondre dans des bacs qu'ils aménageaient dans leur village, assez rustiques, qui récupèrent les femelles gravides quand ils sont en période de reproduction et ils incubent les œufs en fait dans leur village. Donc vous pourrez voir là une petite photo d'un incubateur local. Ils font simplement un trou dans la terre au milieu de leur village, ils mettent les œufs à l'intérieur et ils recouvrent tout ça avec un gros couvercle et au bout de 2 mois à peu près, les petits naissent naturellement dans cet incubateur fabriqué comme ça plus ou moins à l'arrache. Et en fait, les villageois vont revendre les bébés à peine sortis de l'œuf à une exportatrice qui va nous les expédier directement. Donc en fait, quand on reçoit des bébés varans des savanes, ils sont vraiment comme s'ils étaient nés en captivité, c'est-à-dire que les bébés sont à peine nés et aussitôt envoyés, et ce qui nous permet d'avoir des jeunes
vraiment sorti de là. Donc maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle la conservation. La conservation, c'est quoi? C'est la possibilité, en fait, de laisser un habitat à ces animaux dans la nature et surtout qui ait un intérêt économique pour les populations locales à préserver ces animaux. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt économique, les animaux vont disparaître. Pour ça, il y a la CITES qui détermine des quotas d'exportation et qui détermine aussi quel type d'animaux on va pouvoir exporter ou pas, et aussi qui va gérer les tailles des animaux. Par exemple, dans le cas des varans des savanes, les seuls animaux qui ont le droit d'être exportés sont des animaux de petite taille, c'est-à-dire issus de farming. Le farming, c'est de ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que c'est les villageois qui récupèrent des femelles gravides. Comme les gros individus, ils ne peuvent pas les revendre, en fait, donc du coup, ils les relâchent dans la nature. Et l'année d'après, ils vont encore essayer de récolter des œufs s'ils arrivent à les attraper. Et en fait, pour eux, ça a un réel intérêt économique. Je m'explique. Là-bas au Togo, je vous donne une idée, le salaire moyen, c'est 30 € par mois. C'est un pays qui est extrêmement pauvre, où ces gens-là ont peu de ressources. Si on leur donne la possibilité d'exploiter durablement, en leur offrant une alternative économique au commerce de ce type d'animaux, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont protéger ces animaux dans leur milieu naturel parce que pour eux, c'est une source de revenus. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple qui s'est passé dans les années 60. Alors, à propos d'autres animaux, ce n'était pas des varans, mais c'était des crocodiles. On avait le cas du crocodile marin, le Porosus, qui en Australie dans les années 60 était en danger d'extinction en fait, tout simplement, parce que comme c'était un gros reptile assez dangereux, il était persécuté par les fermiers en fait, parce qu'ils ne voulaient pas de ces crocodiles sur leur terre. Et je vais vous parler du crocodile du Siam en Chine, qui était dans le même état, qui était vraiment en voie d'extinction à cause de la disparition aussi de son habitat. En fait, il y a eu deux types de conservation qui ont été mis en place. Il y a la Chine qui a préféré les mettre en annexe 1 de la Convention de Washington, en annexe A de la Communauté européenne, c'est-à-dire d'en interdire totalement le commerce et de les protéger localement. Et vous avez eu l'Australie qui a décidé d'autoriser le commerce des crocodiles marins sous forme de peau, en fait. Ça a été la maroquinerie, en fait, où il y a eu de réels débouchés pour ces crocodiles. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passait? Les fermiers en Australie vendaient les œufs à des écloseries qui les faisaient éclore, les faisaient un peu grandir. Arrivé à une certaine taille, ils les euthanasiaient et puis ils récupéraient la peau pour alimenter le commerce de la maroquinerie. Et la Chine, en fait, a interdit totalement le commerce des crocodiles de Siam dans un but de protection totale de l'espèce, vu qu'elle était vraiment en voie d'extinction. Alors, ça, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, on est en 2018. Qu'est-ce qui se passe? Si on regarde le constat, qu'est-ce qui s'est passé? En Chine, le crocodile du Siam, son habitat a encore été réduit. Et c'est une espèce qui va malheureusement bientôt disparaître dans la nature. On n'en trouvera plus qu'en captivité. Par contre, le crocodile marin, aujourd'hui, ils sont en surpopulation. C'est-à-dire que comme il y avait un intérêt économique pour les fermiers de revendre les œufs, ils ne s'amusaient plus à tuer les adultes qu'ils croisaient, puisque pour eux, c'était une source de revenus de récupérer les œufs. Et aujourd'hui, on est dans l'effet inverse, où on est dans un mode où il y a trop de crocodiles marins en Australie, et ils sont obligés de commencer à en éliminer ceux, par exemple, qui s'avancent trop près des habitations, des zones urbaines. Donc voilà, ça s'appelle de la conservation. La conservation, c'est pas avoir un esprit étriqué et regarder le seul bien-être de quelques animaux. Il faut essayer de voir la conservation dans un ensemble. Et c'est ça qui est parfois difficile à dire. Et en fait, c'est la même chose pour les varans des savanes ou les pitons rhésus ou d'autres animaux comme ça au Togo où il y a du farming. C'est-à-dire que si on donne un intérêt économique à l'animal, en gérant, bien entendu, il faut que ça soit géré par un comité avec des quotas et avec des gens qui contrôlent sur place. Et en fait, c'est la vraie protection. Ça fait une sorte de conservation, une sorte d'espèce parapluie, c'est-à-dire que les Togolais ou les Béninois ou au Ghana, il y en a aussi, en fait, pour pouvoir continuer le commerce des jeunes varans des savanes, ils vont aussi protéger leur habitat. Parce que s'ils ne protègent pas leur habitat, ça ne sera plus une source de revenus. S'ils déforestent tout, s'il n'y a plus rien.
pour eux, ça sera plus une source de revenus. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur place, à lire un petit peu des travaux sur ce que c'est réellement la conservation et voir les réalités de ce monde, hein, les réalités économiques et pas des simples fantasmes derrière un écran d'ordinateur. Donc je vais essayer de vous faire une petite présentation, essayer de vous expliquer un petit peu cette notion de conservation et que c'est pas parce que vous prenez des animaux de farming que voilà, c'est le mal et qu'il faut pas le faire. Le commerce, c'est pas forcément néfaste à la conservation des animaux. Le tout, c'est que ça soit bien fait, contrôlé, et voilà. Et en tout cas, c'est ce qui se passe avec ce genre d'animaux. Nous, on a pu le constater sur place. Ils incubaient vraiment les œufs, ils naissaient vraiment là-bas. Un petit peu comme les Python Rhésus, on l'a vu, mais ça, on vous fera une autre vidéo sur ça. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à commenter notre vidéo, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à notre chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Ça nous fait plaisir, ça nous encourage à continuer. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Bébésaurus ou dans notre magasin de Lyon. Allez, salut.